Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Bonjour. Les caucus de députés de la province de l'Ituri a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Mwadianvita. Au menu, l'évaluation de la situation sécuritaire de la dite province. Entre autres, ces députés ont également mis en relief le passage du chef d'état-major général chargé des opérations, le lieutenant-général Chalungoza, sa récente rencontre avec l'armée ougandaise et autres questions liées à la sécurité. Le détail avec notre consoeur Sandra Nyangita. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri a été passée au peigne fin par le caucus des députés de cette partie du pays pendant qu'ils échangeaient avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ces élus ont salué le travail assidu abattu par l'état-major général, travail qui a débouché à l'accalmie observée depuis un moment. Ces élus ont également mis en relief le passage du chef d'état-major général chargé des opérations, le lieutenant-général Charlie Gonza. Sa récente rencontre avec l'armée ougandaise et les efforts menés dans le processus de réserve armée de la défense. Ce caucus de députés conduit par son président, l'honorable Pichumbo Dina, a soumis une requête auprès du VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, pour l'accélération par le canal de l'état-major général de l'opérationnalisation de la RAD, mais aussi le renfort de l'effectif des FARDC qui sont à Nyamamba, barrant la route aux rebelles. Nous saluons les efforts qui sont menés dans le processus de la réserve armée de la défense. Ce processus prend du temps. Nous aurons bien aimé que l'état-major général puisse réactionner l'opérationnalisation du processus de la RAD, parce que c'est un moyen aussi d'utiliser ces jeunes gens qui sont en désœuvrement, qui parfois les risques de la difficulté de la vie le mènent sur le chemin qui n'est pas un chemin légal. Très réceptif, maître Guy Kabombo Mwadianvita a promis aux élus de l'Ituri de mettre les bouchées doubles afin que ces recommandations puissent être suivies d'actions. De la théorie à la pratique, certains officiers de forces armées de la République démocratique du Congo ayant dans leurs attributions la communication dans les zones opérationnelles ont visité les installations de la télévision publique, et ce dans le cadre d'un séminaire de formation. Reportage. Cette visite des officiers militaires de FARDC aux installations de l'RTNC ayant en charge la communication dans les zones opérationnelles venue à Kinshasa pour participer au séminaire de formation de l'opération psychologique initiée par l'état-major général a permis aux participants d'avoir une idée claire sur quelques problématiques liées à leurs tâches. Dans le cadre de cette formation, il a été prévu aussi une descente au niveau de la RTNC pour que le séminariste puisse entrer en contact avec cet outil aussi important de notre pays. Nous sommes là parce que l'autorité a voulu que nous puissions aiguiser encore notre savoir sur la guerre numérique, ce qui pourra nous permettre de bien travailler, surtout en profondeur. Je veux parler ici de la partie est de la République démocratique du Congo, où nous sommes, dans la plupart d'entre nous, communicateurs. La première impression, c'est que nous avons suffisamment de matériel et nous avons un personnel qualifié. Et il est très important que l'armée puisse rester en contact avec le personnel de la RTNC, ce qui pourra nous permettre d'évoluer. Mais aussi, il a été question pour nous de poser quelques problèmes par rapport à la manière dont nous travaillons en bourse, que nous soyons de temps en temps relayés par la radio-télévision nationale. De la rédaction des Infos TV, la radio, ainsi que le service de production a permis aux séminaristes d'être outillés afin de répondre aux exigences liées à la communication. Bonne nouvelle pour les ex-combattants. Le gouvernement de la République a pensé à leur réinsertion. Un protocole de soins médicaux à leur intention sera signé entre le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et le programme santé mentale et de soutien psychosocial. Le coordonnateur national de PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Ntanga, était avec le docteur Gédéon Samba pour l'étude de faisabilité de ce projet. Peggy Mukundakan.
sceller les bases d'une collaboration structurée autour de la prise en charge sociale des ex-combattants et de leur communauté d'accueil. Tel est l'objectif de la réunion du haut niveau entre le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangatita, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, et le docteur Gédéon Samba, directeur national du programme de santé mentale et de soutien psychosocial. Pour ce faire, une réunion technique visant à élaborer les termes de référence et d'une feuille de route commune entre les deux parties sera bientôt organisée pour développer les instruments de travail conjoint adaptés au terrain sur le protocole de soins psychosociaux des ex-combattants. Le docteur Gédéon Samba s'est réjoui de cette ouverture stratégique. Le constat est que par rapport au programme antérieur, ce volet n'a pas été vraiment pris en compte, n'a pas vraiment trouvé une bonne place, servi de transformation auprès des démobilisés et surtout un travail pour les communautés d'accueil. Lorsqu'un démobilisé n'est pas bien réinséré dans sa communauté d'accueil, ça pose souvent problème. Il peut être victime de stigmatisation. Et même par rapport à son travail, ils ont souvent subi beaucoup de traumatismes. Il y a souvent des films qui lui reviennent en tête. Il y a vraiment une nécessité qu'il y ait un accompagnement psychosocial et santé mentale. Il s'agit d'une véritable transformation sociale où la santé mentale devient un vecteur essentiel de stabilité, a martelé Jean de Dieu Désiré Ntangatita. On va développer les instruments et les travaux qui vont nous permettre d'élargir les interventions sur le terrain pour plus d'impact dans les zones d'intervention. Le renforcement de la synergie intersectorielle de PDDRCS et le programme national de santé mentale s'allient pour une réintégration durable en RDC. Un suivi en permanence des engagements pris par le gouvernement avec les bancs syndicaux de l'administration publique. Il faut arriver à l'application d'une nouvelle politique salariale. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une réunion interministérielle à ce sujet. Cédric Kenina. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé le lundi 5 mai 2025 en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, du ministre de la Santé, de la ministre de l'ESU et du vice-ministre de l'Éducation nationale, la réunion interministérielle sur la feuille de route relative aux engagements salariaux du gouvernement envers les agents publics de l'État. À l'issue de cette réunion, l'option a été levée sur la méthodologie de travail pour l'élaboration d'une feuille de route claire. Dans cette optique, une semaine a été accordée aux experts du gouvernement pour l'élaboration de leur rapport. Faisant suite aux instructions du chef de l'État sous la supervision de Madame la Première ministre, le gouvernement s'active pour l'évaluation approfondie des engagements pris avec le banc syndicaux en matière d'amélioration des conditions salariales des agents publics de l'État. En marge de cette réunion interministérielle, une démarche concertée et structurée a été mise en place pour atteindre les objectifs assignés. Longtemps restée sans carte d'identité sécurisée, eh bien, la population congolaise va bientôt en bénéficier de data centers seront placés pour garder les données. Le vice-premier ministre de l'Intérieur était avec le partenaire de ce vaste projet, une délégation de la République tchèque pour la signature d'un contrat mémorandum d'attente. Préoccupée par la situation sécuritaire et l'infiltration, la République démocratique du Congo va doter sa population d'une carte d'identité sécurisée, ce qui implique l'apport d'un partenaire fiable et expérimenté. C'est dans ce cadre que la République tchèque a signé un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre de ces vastes programmes. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, en présence de l'ambassadeur de la République tchèque. Ce dernier a assuré l'engagement de son pays à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République tchèque va désormais piloter ses projets d'identification de la population congolaise afin d'assurer la confidentialité et la souveraineté du fichier général de la population. Avec ces kits sécurisés, comprenant tous les composants nécessaires à l'identification, elle va produire des photos respectant la norme ICAC. Les kits d'identification comprendra des kits bureautiques physiques et numériques. Selon lui, MCC a la possibilité de développer et contrôler entièrement ses solutions logicielles avec l'implication des experts de la RDC. Sur ce, elle va construire ses propres data centers tiers 3D type conteneurs selon les spécifications techniques de la République démocratique du Congo.
la livraison des cartes en polycarbone avec puce Sephora dans les délais à travers les pays et à un coût au standard international selon MCC. Avec cet élan, le pays s'engage à bâtir un système souverain, sécurisé et économiquement viable. Précisons que ses partenaires disposent d'une colonne vertébrale technologique de haute performance dont son système est produit par ses techniciens internes. Il faut une solution urgente pour stopper net l'avancée des têtes d'érosion sur l'espace Lalou. Nous sommes là dans la province de Ngaliema. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre des Infrastructures sont arrivés sur place, nous dit Eridus Kitutu à travers ces images. Une érosion ravage l'avenue Lalou dans la commune d'Ongaliema. Depuis le jeudi 1er mai dernier, les habitants de différents coins de cette municipalité en danger ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Les quartiers Mbangou et Punda dévastés, des maisons emportées mettant en danger des familles entières qui demandent une intervention urgente et efficace pour protéger leur quartier et leur vie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui avait à ses côtés le ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, ont palpé leur réalité sur terrain. Jacques Machabani invite les parties prenantes à se mobiliser. Il y a la gouverneure de la ville à Kinshasa, la bourgmestre. Je demande au gouverneur de la ville, le bourgmestre de la commune de Ngaliema et les chefs de quartier de vous mobiliser dans les comités locaux de sécurité pour recevoir les informations et instructions du gouvernement. Des mesures urgentes sont prises pour gérer l'érosion de la Lalou. Toutes les équipes des services sous tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux publics sont mobilisées pour intervenir et répondre à l'urgence. Rectification, nous étions là dans la commune de Ngaliema. Dans le même registre, le lac Tanganyika a quitté son lit avec des conséquences désastreuses, des maisons entières sous les eaux dans la ville de Kalemi. Les dernières pluies ont accentué la menace déjà persistante des inondations dans cette partie du pays. Joint au téléphone, notre confrère Mathias Makolovera nous décrit ce drame. Dans la ville de Kalemi, la situation était vraiment catastrophique toute la journée de ce mardi. Depuis le matin, dans les premières heures, une grande pluie, vraiment une pluie torrentielle, s'est abattue sur la ville en laissant plusieurs dégâts parce qu'il y a eu également des morts, il y a des blessés, il y a des maisons qui sont écroulées, plusieurs rivières ont débordé les lits, les artères principales inondées complètement. Et donc la situation n'est pas vraiment bonne. Et jusqu'à présent, toute la population s'inquiète du fait qu'il y a toujours les orages des pluies. Et on ne sait pas si cette pluie venait la nuit. Et ça causerait encore que l'autre dégât. Actuellement, les bilans est difficile à établir sur le plan des morts parce qu'on a eu à contacter le maire de la ville de Kalemi, David Moukebambombo, qui nous a rassuré qu'il y a 2 morts parce qu'il y a même une pirogue qui a fini sa course sous les ponts Lukuga, laissant des disparus. Jusqu'à présent, on ne sait pas élaborer les bilans officiels, mais la mairie promet de donner un bilan officiel dans quelques heures. En tout cas, la situation n'était pas bonne et jusqu'à présent, plusieurs familles passeront nuit sûrement à la Belle Étoile. Il est vraiment difficile d'accéder au port actuellement, au port public de Kalemi, parce que la rivière Kalemi, la rivière qui porte le nom de la ville, a cédé son lit. La rivière Lubouye a également cédé son lit. La rivière Lugumba, la rivière Kitugu, c'est presque toutes les rivières qui ont cédé leur lit jusqu'à créer ces dégâts énormes. Et surtout que Kalemi est en même temps surplombé des montagnes. Nous sommes presque au cœur ou au début même de la chaîne de Mitumba, avec des constructions anarchiques de part et d'autre. Et l'on pense que ça pourrait être parmi les causes de ces inondations à recrudescence. C'est vrai, on peut attendre une réponse du gouvernement provincial, mais celle-ci est une catastrophe purement naturelle. Il est impossible aujourd'hui de dire qu'on peut stopper cette hémorragie trop tôt, mais peut-être la solution à long terme serait de remettre des digues au bord du lac Tanganyika pour d'abord protéger l'artère principale, mais également de miser sur la construction moderne et combattre les constructions anarchiques. Et donc, la situation est telle que vous le voyez en image.
Entre-temps, la notabilité de Kinshasa, rangée derrière le chef de l'État, est allée soutenir les sinistrés de la Tchangou, victimes également des dernières pluies diluviennes qui ont arrosé la capitale. Nous sommes au numéro 25, sur l'avenue de l'église, à Massina, abattoir au quartier Petro-Congo, dans la commune de Massina. Cette parcelle, appartenant au quadragénaire Donatien Gabibou Luzamba, qui abrite depuis belle lurette une église de réveil, est devenue depuis plus de 4 semaines un site d'attraction socio-humanitaire suite à l'hébergement gratuit par ses propriétaires de plusieurs familles des sinistrés, victimes des dernières pluies diluviennes qui ont causé d'énormes dégâts matériels et pertes en vies humaines le long de la rivière Ndjili. Je ne suis pas politicien, mais un simple citoyen philanthrope. Par solidarité et amour du prochain, j'ai offert gratuitement la cour de ma parcelle à mes frères et sœurs sinistrés de la rivière Ndjili. Un bienfait n'est jamais perdu. Cette action philanthropique a même d'inspirer la nation congolaise tout entière. Action teintée de l'altruisme social concret, à impact humanitaire avéré, n'a pas laissé indifférente la synergie des membres de la notabilité quinoise regroupés dans plusieurs structures philanthropiques qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans cette action à travers la remise d'une série de kits sanitaires, alimentaires, vestimentaires et hygiéniques aux sinistrés de la rivière Ndjili hébergés dans ce site à la Tchangou. Pour soutenir les chefs de l'État, il ne faut pas toujours être derrière lui dans ce voyage. Soutenir les chefs de l'État, c'est soutenir les Quinois en situation de vulnérabilité. Étant donné que Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi est le premier citoyen de la ville de Kinshasa, et ce premier citoyen congolais, pour l'aider, c'est ce que nous avons fait. Nous venons assister le sinistré de la dernière pluie de Ndjili qui s'est abattu à Kinshasa. Démarré à Massina Petro-Congo, cette série de remises de kits aux sinistrés va se poursuivre dans d'autres sites de Kinshasa où sont hébergées les victimes des dites pluies diluviennes. Évoquons autre chose à présent, une délégation du Fonds monétaire international a été reçue en audience par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Au menu de ces échanges, les prix de produits pétroliers et la gestion du dossier de calcul de pertes et manques à gagner dus aux sociétés pétrolières. Au Dépenda. Le Fonds monétaire international, qui est un programme structurel avec le gouvernement congolais pour soutenir la croissance économique en RDC, est venu s'assurer auprès de ses membres du gouvernement, Daniel Mukoko Samba, sur les questions relatives au prix des produits pétroliers et la gestion du dossier de calcul des pertes et manques à gagner dus aux sociétés pétrolières. Après cette séance de travail, Calixte Aok Possi, chef de mission du FMI pour la RDC, n'a pas caché sa satisfaction car les pertes et manques à gagner ont sensiblement baissé. Les manques à gagner ont diminué sensiblement, ce qui a un impact très positif sur les finances publiques. Donc nous encourageons le gouvernement à continuer ce travail qui a été entamé pour réduire les pertes et les manques à gagner dans le secteur. Nous avons également parlé de la réduction du coût de la vie, les mesures qui ont été engagées par le ministère pour comprendre le fondement et les perspectives de cette mesure. Les résultats sont le fruit de la rigueur mise en place par les patrons de l'économie nationale congolaise dans les calculs de pertes et manques à gagner, comme en témoigne cette dernière séance de travail avec les acteurs du secteur pétrolier pour boucler la certification des stocks 2024. Rappelons que la clôture de la certification 2024 démontre que les pertes et manques à gagner sont passées de 16 à 15 millions de dollars pour le deuxième semestre, contrairement aux années passées où les pertes et manques à gagner nageaient à plus de 300 millions de dollars. Un nouveau partenaire de taille aux côtés de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises APROCEM en cycle. Il s'agit du Japon qui tient à apporter son expertise dans les domaines de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, et c'est pour aider l'APROCEM à réussir sa mission, celle de créer des millionnaires congolais. À l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, toutes les batteries sont mises en marche pour matérialiser le programme du nouveau quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, précisément dans son volet emploi. Matérialisation du programme qui, selon le directeur général de l'APROCEM, Pascal Tchello, passe par la promotion de l'entrepreneuriat pour créer les millionnaires congolais. Pour
y parvenir, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises compte sur ses partenaires, à l'occurrence le Japon, ici représenté par son consultant Okoyuma. Celui-ci s'y attelle à renforcer les capacités du personnel de la PROSEM avec l'approche Kaizen. Nous sommes ici dans le cadre d'une coopération avec le Japon et qui nous permet d'abord, avant de pouvoir étendre cette coopération à d'autres axes, de pouvoir d'abord commencer par intégrer les méthodes qui vont nous permettre d'échanger, de devenir très performants et devenir efficaces dans notre mode de travail. Kaizen, c'est en fait un besoin de changement permanent et qui nous appelle à atteindre un niveau de productivité efficace et de manière continue qui ait un impact sur les changements de notre environnement, les changements de notre mode de vie en général. Ce mariage, Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises et Japon, augure les lendemains meilleurs pour la RDC afin de booster l'entrepreneuriat, gage de tout développement. C'était un reportage de notre confrère Odilon Kayuma au chapitre de la justice. Notons que durant 2 jours, les hauts magistrats se sont familiarisés de fondamentaux de l'intelligence artificielle afin de les intégrer dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de ces assises, ces hauts praticiens du droit ont formulé plusieurs recommandations afin d'outiller le bureau de magistrats des logiciels certifiés de l'intelligence artificielle. 48 heures ont suffi pour que le haut magistrat du Conseil d'État se familiarise avec les fondamentaux de l'intelligence artificielle appliquée au droit, comme le dit si bien cette thématique. Introduction aux outils d'intelligence artificielle générative dans la pratique du droit. Sous la supervision de la première présidente du Conseil d'État, Brigitte Ntsetsele-Wansesele, les participants ont examiné les techniques de base, les considérations éthiques et juridiques liées à l'usage de l'intelligence artificielle. Ils ont également exploré ses applications pratiques, notamment la génération d'images et l'élaboration des requêtes. C'est pourquoi nous devons l'utiliser toujours sous contrôle, avec un sens aigu de l'éthique et du secret professionnel. Car c'est toujours la main et l'intelligence du magistrat qui doivent trancher. Pour certains hauts magistrats, cette journée était riche en apprentissage sur les nouvelles techniques offertes par l'IA. Dans le domaine du droit, l'IA nous permettra d'acquérir une masse d'informations et de données qui n'étaient pas possibles dans la façon de travailler qui était la nôtre depuis toujours. Cette masse de données est maintenant à la portée du juge que nous sommes et nous permettra de rendre des décisions un peu plus rapidement. Au terme de cette session, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la dotation de bureaux de magistrats en outils certifiés d'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficience et la qualité du travail juridique. 2 jours ont suffi à la ministre des Affaires sociales pour s'occuper de personnes du 3e âge. Lundi et hier mardi, Nathalie Aziza Mounana est allée aux hospices de vieillards de Kitambo et de Lingwala où elle a apporté des vivres et non-vivres à ces nécessités. Edith Chala. La journée humanitaire, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, l'a consacrée aux personnes de 3e âge de Kinshasa dans les 2 différentes communes de Kintambo et de Lingwala. À Kintambo, au home des vieillards, elle a été accueillie par le personnel de l'hospice qui s'est félicité de la recevoir. Devant le personnel de l'hospice, Nathalie Aziza Mounana, comme dans ses habitudes, a remis des vivres et non-vivres ainsi que de produits pharmaceutiques destinés à améliorer les conditions de vie des personnes de 3e âge. Poursuivant sa tournée, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, s'est rendue à l'hospice des vieillards de Kabinda pour le même geste. Le bourgmestre de Lingwala, le secrétaire général adjoint aux affaires sociales ont salué l'engagement de la ministre. Dans sa prise de parole, Nathalie Aziza Mounana dit inscrire ses actions dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, du gouvernement Judith Souminois, qui veut offrir le bonheur aux personnes de 3e âge.
Comme à Kintambo, elle ne s'est pas rendue bredouille à Lingwala. Des pagnes, des vivres et non-vivres ont également été distribués à la grande satisfaction de ces personnes de troisième âge. Dans quel état se trouve actuellement l'entrepôt de la CENI dans la commune de Limete, y compris le matériel d'identification et d'enrôlement? Eh bien, le président de la CENI, Denis Kadima, a visité cet espace. Au cours de cette visite, le président de la CENI a suivi les explications techniques fournies par l'équipe commise à cette mission cruciale. Il s'est ainsi forgé une vision claire de l'état actuel des équipements en vue de préparer les futures opérations électorales. Je suis heureux de constater que les machines sont en train d'être examinées et que dans la plupart des cas, ils sont en bon état. Bien sûr, il y a des cas de machines qui ne fonctionnent pas bien. Nous avons une équipe des experts très outillés qui, à travers des logiciels, ils sont en mesure de déterminer le problème. Il y a aussi un examen physique qui permet de déterminer si les kits sont au complet ou non. Par ça, ça va nous permettre de savoir combien de machines doivent être ajoutées, combien doivent être réparées. Ainsi, ça nous permettra même de déterminer nos besoins en termes budgétaires, etc. Cette démarche proactive témoigne d'une volonté claire de tirer les leçons des précédents cycles électoraux en anticipant les étapes critiques. Les choses iront bien parce que nous avons commencé à temps. Contrairement au cycle passé, nous étions en train de faire un sprint durant un marathon. Cette fois-ci au moins, on a commencé le marathon à temps et nous allons bien évoluer. Donc, je suis optimiste. La CENI, comme d'habitude, fait toujours sa part. Maintenant, si les moyens suivent, il n'y aura pas de problème parce qu'on s'y prend bien et on s'y prend à temps. Cette visite marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui entend poser les jalons d'un futur processus électoral maîtrisé et crédible. 2 laboratoires et 3 véhicules d'intervention rapide pour améliorer les services dans la desserte en eau. La Régie des eaux s'est dotée de ces ouvrages dans le cadre du projet Kin et Linda financé par la Banque mondiale. Il s'est agi des 10 laboratoires mobiles et 3 autres véhicules ateliers d'un coût global de plus de 700 millions de dollars américains. Ces laboratoires mobiles et ateliers autonomes permettront aux équipes de la Régie des USA d'effectuer les études et analyses des eaux sur le terrain et de réagir efficacement aux urgences. Après avoir reçu les clés de ces 5 véhicules, des mains propres du coordonnateur ad intérim de la CEPO et d'état général de la Régie des USA, les a par la suite remises à Kilufia Kassobi Felista, responsable des approvisionnements et logistiques au sein de cette entreprise du portefeuille de l'État, à qui il a demandé d'en faire bon usage. Je voudrais dire merci au chef de l'État parce qu'il est derrière toute cette vision que nous implémentons aujourd'hui à la Régie des eaux. Nous disons également merci à la Banque mondiale qui nous aide dans ces efforts de faire de la Régie des eaux une des meilleures compagnies dans le secteur d'utilité publique de l'eau en Afrique. Pour l'heure, l'objectif est clair et précis pour la Régie des USA, c'est notamment les renforcements de la confiance de ses clients. L'augmentation de la capacité de production et de distribution, c'est ça la priorité des priorités. Ce que nous faisons sur le plan qualité, sur le plan atelier mobile, ce ne sont que des services d'accompagnement. Accompagner cette augmentation de l'offre pour que le service soit fiabilisé. Plusieurs autres projets sont en cours d'exécution et en perspective pour augmenter la capacité de production et de distribution de la Régie des USA. Et pour boucler ce journal, parlons de la semaine africaine de vaccination. L'objectif est essentiellement pédagogique pour faire face aux réticences et préjugés de certaines communautés. On en parle dans ces commentaires d'Eugénie Dada-Chabane. La semaine africaine de vaccination SAV en sigle, initiative annuelle de l'Organisation mondiale de la santé OMS, vise à promouvoir la vaccination dans les pays africains. C'est pour garantir l'immunité collective de la population, plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans. C'est aussi pour la prévention des maladies évitables par la vaccination, dites maladies à prévention vaccinale. La semaine africaine de vaccination est célébrée en RDC au mois de mai en mettant un accent particulier sur la vaccination contre
la polio et la malaria. Dans le cas des activités marquant la semaine africaine de vaccination, le programme élargi de vaccination PEV qui s'est engagé à renforcer la couverture vaccinale avec comme soubassement les plans Machako, la déclaration d'Addis Abeba et la déclaration de Kinshasa, a invité les journalistes à s'impliquer dans la sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination, ce qui justifie les briefings organisés avec l'appui financier de l'OMS à l'intention des hommes et femmes des médias du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE. Cette séance a permis aux différents intervenants d'expliciter l'importance de la SAV, le fonctionnement des PEV et également l'importance du respect du calendrier vaccinal pour les enfants et de lutter contre les fausses informations liées au vaccin. Malgré les efforts des PEV de renforcer la couverture vaccinale, bon nombre d'enfants de la RDC sont zéro dose et d'autres ne respectent pas le calendrier vaccinal. Tous les orateurs ont été unanimes. Les journalistes sont appelés à accompagner les PEV dans l'amélioration de la couverture vaccinale à travers leur production. Merci d'avoir suivi ce journal coordonné par Angèle Mabiala, Mamita Bangoulou et Pécho Moubenga l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Ernest Bolikoko, Alain Galia et le prochain rendez-vous d'actualité, c'est à 13h30 dans une présentation de Gaëtan Magalano. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la RTNC. Au revoir.